faire des cartes, ça peut être utile pour lutter contre une épidémie. Alors, je suis d'accord que ça peut paraître un peu bizarre, surtout quand pour nous, une carte, c'est ça ou ça, mais vous allez voir dans les exemples qui vont suivre que les géographes, pour lutter contre une épidémie, peuvent avoir un vrai rôle à jouer. C'est parti. Chapitre 1. Jon Snow, ou sauver des vies grâce à une carte. Lui, c'est Jon Snow. En 1854, il y a une épidémie de choléra dans un quartier de Londres. À l'époque, les gens croyaient à la théorie des miasmes. En fait, ils pensaient qu'une maladie s'attrapait simplement en respirant l'air vicié de quartiers insalubres. Mais Jon Snow, lui, est sceptique et il se demande comment ça se fait que le choléra attaque le système digestif s'il ne s'attrape qu'en respirant de l'air. Bref, il n'est pas très d'accord avec cette théorie et il pense plutôt que le choléra s'attrape en ingérant de l'eau contaminée par un poison. Alors il devient chasseur de cas de choléra, la classe, et il décide de noter sur une carte le lieu de résidence de toutes les personnes atteintes du choléra. Ce qui donne ça. Et là, il remarque que les cas se concentrent près de la fontaine de Broad Street, dont il décide de faire enlever la pompe. Et il a bien fait, puisque l'eau de la fontaine était en fait contaminée par les déjections. Tiens, d'ailleurs, petite anecdote, si vous vous demandez pourquoi ici il n'y a pas de cas de choléra, c'est en fait parce qu'il s'agit d'une brasserie qui distribuait gratuitement de la bière à ses employés, ce qui leur évitait d'avoir à consommer l'eau contaminée. Alors, en quoi est-ce que cette histoire nous est utile aujourd'hui ? Eh bien, pour deux grandes raisons. La première, c'est qu'elle nous a fait comprendre que l'organisation des villes, la gestion de l'eau et des déchets avait un vrai rôle à jouer au niveau sanitaire. Et la seconde, c'est que Jon Snow est le père d'une technique qu'on utilise encore aujourd'hui et qui s'appelle la cartographie épidémiologique. Alors maintenant, je vais vous montrer comment cette cartographie épidémiologique elle est utilisée encore de nos jours. Et on va parler du cas du VIH à Mumbai. Chapitre 2. De l'usage de la modélisation. Alors en gros, les géographes se sont penchés sur la diffusion du virus du sida à Mumbai et ils se sont rendus compte que cette diffusion pouvait s'expliquer par toute une synergie d'acteurs qui ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Premier acteur, c'est la pègre de Mumbai. Cette pègre, elle organise un trafic d'individus et donc elle a contribué à la propagation du virus qui s'est ensuite diffusé par l'intermédiaire des clients, des prostituées des quartiers pauvres. L'acteur numéro 2, ce sont les gouvernements et les responsables politiques. En voulant chasser les populations pauvres jugées à risque, ils ont diffusé les gens contaminés et donc par là le virus. Et le troisième acteur, ce sont tout simplement les gens et leurs pratiques quotidiennes. Du coup, les géographes ont étudié les déplacements quotidiens des individus qu'ils ont cherché à modéliser pour proposer des scénarios de simulation de propagation d'épidémies. Ils ont fait des modèles qui mentionnent les hôtes du virus, les éléments vecteurs du virus et les canaux de propagation qu'ils empruntent. Et vous allez voir que les résultats sont un peu surprenants. Par exemple, on a constaté qu'une épidémie se propageait plus rapidement dans une ville peu connectée. Alors, au début, j'ai trouvé ça un peu contre-intuitif, mais en fait, ça s'explique tout simplement par le fait que dans une ville très connectée, eh bien, il y a plus de chemins possibles, donc plus de chances pour qu'une personne contaminée rencontre une personne saine. Bref, ces modèles ont montré que l'organisation des villes avait des conséquences sur la propagation des virus, et ils ont montré aussi à quel point la propagation d'épidémies était un processus complexe qui reposait sur des acteurs multiples. On passe maintenant à notre troisième exemple. Cette fois-ci, vous allez voir que les géographes ont pu résoudre une sacrée énigme et nous montrer que le mode de vie avait aussi un rôle à jouer dans le cadre d'une épidémie. Les géographes ont cartographié les cas de dengue, qui est une maladie qui se transmet par un moustique, dans la ville de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie. Et ces chercheurs ont remarqué quelque chose de plutôt étrange. Les cas de dengue étaient bien plus nombreux dans les quartiers plutôt aisés du centre-ville, quartiers qui disposaient en général de l'eau courante et de l'électricité, que dans les quartiers de la périphérie beaucoup plus pauvres. Alors, comment expliquer ça ? Eh bien en fait, dans les quartiers du centre-ville plutôt aisés, les gens ont souvent des voitures et peuvent donc stocker des pneus chez eux. Ils ont aussi souvent des fleurs qu'ils peuvent arroser grâce à l'eau courante et ils ont tendance aussi à consommer et à produire pas mal de déchets qui ne sont pas toujours bien traités. Mais alors, quel est le lien avec la maladie ? Eh bien en fait, les lieux de ponte privilégiés des moustiques vecteurs de la dengue, ce sont justement l'eau stagnante dans les déchets abandonnés, les pneus ou les pots de fleurs. Alors que dans les périphéries pauvres, il y a peu de pots de fleurs, peu de déchets produits
Et en plus, les routes souvent ne sont pas bitumées, ce qui permet d'éviter la formation de flaques sur la chaussée, flaques qui sont propices à la reproduction des moustiques. Donc, les géographes ont démonté l'idée selon laquelle la maladie touchait en priorité les quartiers pauvres des périphéries et ils ont montré l'importance du changement de mode de vie pour lutter contre la maladie en limitant les gîtes de ponte des moustiques. Alors on passe maintenant à notre dernier exemple qui est celui d'Ebola et on va voir comment les géographes ont expliqué la diffusion du virus en étudiant les relations entre l'homme et le milieu à différentes échelles. La première échelle, c'est l'échelle locale. On s'est rendu compte que l'épidémie avait débuté dans des zones habitées proches de zones forestières. En fait, le virus d'Ebola a été porté par les chauves-souris qui vivaient dans les forêts et qui ont dû se rapprocher des habitats humains suite à l'urbanisation et à la déforestation. Le virus a donc pu être transmis à l'homme, soit directement, dans le cas où l'homme consomme la chauve-souris, ou indirectement si le virus est transmis à un animal qui ensuite est consommé par l'homme. La deuxième échelle, c'est l'échelle nationale et on s'est rendu compte que ce qui favorisait la propagation du virus, c'était que la population était regroupée dans des zones près des routes, une pratique qui date de la colonisation et qui visait à contrôler les gens. La troisième échelle, c'est celle de la zone frontière entre Guinée, Libéria et Sierra Leone. On s'est rendu compte que la propagation du virus y avait été très rapide parce que les déplacements dans cette zone sont très fréquents pour des raisons commerciales, pour des raisons familiales et surtout depuis les déplacements de réfugiés liés à la guerre entre le Libéria et la Sierra Leone. Bref, on peut retenir deux choses importantes. La première, c'est que la diffusion d'un virus, elle est très complexe, elle s'explique par les modes de vie et par des dynamiques très diverses. Et la seconde, c'est que les géographes pourraient avoir un vrai rôle à jouer pour lutter contre les épidémies, comprendre la diffusion des maladies. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à lire cet article qui montre comment la géographie peut aider à comprendre la diffusion des virus. Et surtout, n'hésitez pas à consulter toutes les sources en description, il y a plein de choses passionnantes, n'hésitez pas à le faire.